Je m'appelle Joshua. J'ai toujours cru que l'amour se construit sur la confiance. Sans confiance, l'amour n'est qu'un joli mensonge. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'étais fiancé à une femme nommée Grace. Nous étions ensemble depuis des années, construisant une vie que je croyais mener vers quelque chose de réel, de durable. Mais tout s'est effondré quand j'ai découvert qu'elle sortait encore avec un autre homme. Quand la vérité est tombée, quelque chose de profond en moi s'est brisé. Cette nuit-là a tout changé. Et dans les minutes qui ont suivi, je vais vous raconter comment tout s'est terminé. J'ai rencontré Grace à la pendaison de crémaillère d'un ami commun. Au début, notre conversation était légère, les choses habituelles, le travail, les films préférés, comment on connaissait l'autre. Mais quelque chose dans sa façon d'écouter, dans sa façon de réagir, m'a captivé. On s'est retrouvés dans un coin tranquille à discuter pendant des heures. Je me souviens encore d'elle riant, en disant qu'on avait raté toute la fête. « Vous avez vu que tout le monde était parti ?» ai-je demandé à un moment, à moitié en plaisantant. Elle a regardé autour d'elle, surprise, puis a souri. On a un peu volé la soirée. On a échangé nos numéros ce soir-là et depuis, on est resté en contact. Au début, c'était des cafés informels quand on avait du temps. On déjeunait près de son bureau ou du mien, mais avec le temps, ces rencontres sont devenues plus intentionnelles. On a commencé à s'organiser en fonction de nos emplois du temps respectifs, à se réserver du temps. De l'inconfortable, on a fait place à des dîners réguliers en semaine, des sorties le week-end, des appels tard le soir qui se prolongeaient jusqu'au petit matin. Finalement, on est devenu un couple. C'était naturel. On ne se précipitait pas, mais on n'était pas non plus stagnant. Notre relation s'est développée progressivement, ancrée dans un respect mutuel et un rythme qui rendait tout facile. Après environ 3 ans ensemble, on avait construit quelque chose de solide, du moins c'est ce que je pensais. Dès la 2e année, c'était devenu une habitude pour Grace de passer les week-ends chez moi, généralement du vendredi soir au dimanche soir. C'était logique. Ma maison était plus spacieuse et plus confortable pour nous. Elle n'a jamais officiellement emménagé, mais ça ne me semblait pas nécessaire. J'étais d'accord avec cet arrangement, et elle aussi. Son appartement était plus petit. Je lui rendais visite de temps en temps, mais y vivre à plein temps n'avait jamais de sens. Surtout quand on avait tout ce qu'il fallait en tête. J'aimais bien sa présence. On se sentait comme à la maison quand elle était là. Ce que j'appréciais le plus chez Grace, c'était sa franchise. Dès son plus jeune âge, elle parlait librement de son passé, de ses ex, de ses erreurs, et même des moments difficiles de sa famille. Elle ne semblait rien cacher. Ça me donnait l'impression de pouvoir lui faire confiance, comme si on construisait notre relation sur l'honnêteté. Elle était particulièrement ouverte au sujet d'un ami d'enfance, quelqu'un qu'elle décrivait comme un frère. Elle disait qu'ils se connaissaient depuis toujours, qu'il avait toujours été là, mais qu'il n'avait jamais eu de relation amoureuse. C'est comme un membre de la famille, m'a-t-elle dit un soir, blotti sur le canapé à côté de moi. Je sais que les gens trouvent ça bizarre, mais ça a toujours été comme ça. On n'a jamais franchi cette limite. Je me souviens avoir hoché la tête. Je te fais confiance, ai-je dit, et je le pensais. Quand quelqu'un vous dit tout comme ça, on le croit. Pourquoi pas? Finalement, je l'ai demandé en mariage, et elle a dit oui. Je n'oublierai jamais son expression, surprise, heureuse, les larmes aux yeux. Nous avons fêté cette nuit-là comme si le monde nous appartenait. Après les fiançailles, nous avons commencé à planifier lentement. Nous avons parlé du type de mariage que nous souhaitions, grand ou petit, en plein air ou dans une salle. Elle aimait l'idée d'un endroit intime, chargé de sens. J'ai toujours adoré l'idée d'un mariage dans un vignoble, a-t-elle dit un jour en feuilletant un magazine de mariage sur le plan de travail de ma cuisine. J'ai souri. Ça me semble parfait. Nous avons commencé à discuter de destination pour notre lune de miel. La Grèce est arrivée, puis le Japon, un endroit avec des plages ou peut-être des montagnes. Nous n'arrivions pas à nous décider, mais en rêver faisait partie du plaisir. Nous restions au lit à discuter jusque tard dans la nuit des endroits où nous irions et de ce que nous ferions. Nous avons même commencé à parler du genre de maison que nous souhaitions. Émotionnellement, j'étais à fond. Financièrement aussi. J'économisais, je planifiais, j'essayais de m'assurer de pouvoir offrir à Grèce la vie que je pensais qu'elle méritait. J'avais l'impression que nous étions sur la même longueur d'onde. 2 personnes marchant sur le même chemin, partageant des rêves et un avenir commun. Mais j'allais apprendre que les apparences, aussi convaincantes soient-elles, ne disent pas toujours tout. Un vendredi soir, Grèce est arrivée chez moi, comme à son habitude. Son sac de week-end en bandoulière,
les cheveux tirés en arrière, un sourire désinvolte aux lèvres. Cette petite routine de son arrivée était réconfortante, réglée comme une horloge, comme si elle était rentrée à la maison ce soir-là, au dîner. Alors qu'elle se tendait la main pour se servir un autre verre de vin, elle a dit nonchalamment, « Je vais devoir retourner chez mes parents demain. » J'ai levé les yeux de mon assiette. Tout va bien. Elle a haussé les épaules et a esquissé un doux sourire. Ouais, juste quelques trucs de famille. Rien de grave. J'ai hoché la tête. Bon, dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Elle n'a pas donné plus de détails et je n'ai pas insisté. Grace ne parlait jamais beaucoup des affaires de sa famille et j'ai toujours essayé de respecter cette limite. Je ne me mêle pas des affaires des gens s'ils ne sont pas prêts à partager. Et avec elle, elle ne m'avait jamais donné une seule raison de ne pas lui faire confiance. Alors j'ai laissé tomber. Après le dîner, comme d'habitude, on s'est installé sur le canapé. Elle a enlevé ses chaussures et s'est blottie contre moi, et on a fait la queue pour un film qu'on avait envie de regarder toute la semaine. Un truc léger, drôle. À mi-chemin, j'ai senti sa tête se poser doucement sur mon épaule. Elle s'était endormie, comme elle le faisait souvent quand elle était épuisée. Je l'ai laissée se reposer, j'ai doucement passé mon bras autour d'elle et j'ai continué à regarder. Honnêtement, ça ne me dérangeait pas de la voir comme ça, paisible, juste à côté de moi. Avant, on avait l'impression que tout allait bien. Mais pendant tout le film, son téléphone, il n'arrêtait pas de s'allumer. Aucun son, juste des écrans qui clignotaient. Au début, j'ai fait comme si de rien n'était. Probablement ces conversations de groupe. Je me suis dit qu'elle en faisait partie. Amis de fac, collègues, rien d'extraordinaire, mais ça ne s'est pas arrêté. Toutes les 2 ou 3 minutes, un nouveau message. La fréquence commençait à devenir bizarre. À la fin du film et au début du générique, je me suis penché en avant, prévoyant de la réveiller doucement pour qu'on puisse aller au lit. Mais juste avant de lui tapoter l'épaule, mon regard s'est posé sur son téléphone posé à l'envers sur la table basse. Il s'est rallumé. Je l'ai décroché. Juste par instinct, je suppose. Ce que j'ai vu sur l'écran de verrouillage n'était pas ce à quoi je m'attendais. Les aperçus des messages ne provenaient pas d'une conversation de groupe. Ils n'étaient pas neutres. Ils n'étaient pas amicaux. Ils étaient dragueurs. Trop dragueurs. Je me suis figé. J'ai fixé l'écran. Mon estomac se noie. Ma main tenait déjà le téléphone. Et sans réfléchir, j'ai saisi son code d'accès. On avait convenu au début de notre relation de partager nos mots de passe. Un geste de confiance, disions-nous. Je n'ai jamais abusé de cette confiance. Jusqu'à ce moment-là, je n'y avais même pas pensé, mais quelque chose en moi le savait déjà. Les messages n'étaient pas innocents. Ils venaient de son soi-disant ami d'enfance, celui qu'elle considérait toujours comme un frère. Ce n'étaient ni des blagues, ni des conversations anodines. Ils étaient remplis de sous-entendus, d'émojis, de références privées, de choses qui semblaient intimes, empreintes d'histoire et de secrets. Je les ai fait défiler lentement, mon pouce accélérant à chaque nouvelle ligne. Puis je l'ai vu. J'ai hâte de te voir demain. C'était de lui. Et sa réponse? Un émoji cœur. Je lui ai dit que je serais chez ma famille. On peut y aller. Ce message avait été envoyé quelques heures auparavant, probablement pendant que nous étions assis à table, à manger, à discuter, à rire. Je ne l'ai pas réveillée pour la confronter sur le champ. Je suis resté assise là, à la regarder pendant qu'elle dormait paisiblement. Mes pensées tournaient. J'avais l'impression que tout mon corps s'était éteint. À l'intérieur, un étrange engourdissement m'envahissait. Mes doigts, ma mâchoire, ma poitrine. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus parler. Je me posais sans cesse la même question, comme une boucle inextricable. N'étais-je pas assez bien? Pourquoi me mentait-elle ainsi? Pourquoi s'asseyait-elle en face de moi? Dîner avec moi, rire, me toucher la main, faire tout ça juste pour filer un week-end avec un autre homme. Je restais assis là, silencieux, à observer la femme que je croyais connaître. Ses cheveux lui tombaient légèrement sur le visage, sa respiration douce et rythmée. Tout en elle, à cet instant, semblait innocent, doux et même beau. Mais le téléphone était toujours sur la table, luisant encore faiblement de trahison. Je la fixais et me demandais, quand est-ce que ça a commencé? Comment n'ai-je pas vu venir? Était-elle toujours aussi douée pour mentir? Ou étais-je simplement aveugle parce que je voulais tellement que ce soit vrai? Finalement, je sombrais dans un sommeil agité à ses côtés, non pas par paix, mais par épuisement. Mon esprit était à vif. Le lendemain matin, elle s'agita près de moi sur le lit. Pendant un instant, un seul instant, tout sembla normal.
Elle se pencha, m'embrassa sur la joue et s'étira en bâillant doucement, comme à son habitude. Sa peau était chaude, familière. Elle se leva, se traîna jusqu'à la salle de bain, se brossa les dents, revint dans la chambre en fredonnant un air. Puis elle sortit son sac de voyage du coin, l'ouvrit et commença à y jeter les quelques affaires qu'elle gardait chez moi. Son chargeur, sa crème hydratante, un de mes t-shirts, disait-elle toujours, sentait mon odeur. Tout en se déplaçant dans l'appartement, elle continuait à parler comme si tout allait bien. « Tu vas me manquer », dit-elle en souriant tout en pliant un pull. « J'aimerais que le week-end soit plus long. La prochaine fois, j'essaierai de partir du travail plus tôt. Promis. » Je m'assis au bord du lit et la regardai se taire. Chaque mot qu'elle prononçait semblait répété, comme des répliques d'une pièce qu'elle avait déjà jouée, comme quelque chose qu'elle avait répété dans sa tête dans le train. Peut-être l'avait-elle répété. Peut-être avait-elle besoin de s'assurer de pouvoir dire ces choses sans que sa voix ne se brise ou que ses yeux ne la trahissent. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissée parler. Je voulais voir jusqu'où elle irait. La performance, l'histoire, l'illusion. Alors, j'ai écouté, hochant la tête une ou deux fois, mais sans vraiment réagir. Mon silence n'a pas semblé passer inaperçu au début. Puis, au bout d'une minute ou deux, elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé attentivement. Finalement, je suppose qu'elle a remarqué que quelque chose avait changé. Elle a légèrement incliné la tête et a demandé « Ça va ?» J'ai haussé les épaules. « Rien. » La même réplique que j'utilisais toujours quand je ne voulais pas parler. Elle le savait, mais cette fois, ça signifiait autre chose. Elle a ri doucement, sans saisir la différence. « Ah » a-t-elle dit d'une voix enjouée. « Tu me manques déjà ?» Elle s'est approchée et m'a donné un petit coup de coude, comme si cela allait me sortir de l'état d'esprit dans lequel elle me croyait. J'ai forcé un petit sourire, non pas par envie de sourire, mais parce que c'était plus facile que de dire la vérité. Elle a ri, a remonté sa braguette, et à cet instant, tandis que ses yeux pétillaient et que sa voix dansait, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais vraiment compris auparavant. À quel point le silence peut être pesant quand on le serre contre soi. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. Je l'ai suivie, comme toujours lorsqu'elle sortait. Cela faisait partie de notre routine tacite. Je l'accompagnais jusqu'à la porte, je lui ouvrais, et elle se retournait généralement, me lançait un sourire éclair ou se penchait pour un baiser avant de partir. C'était simple, presque automatique, réconfortant dans sa familiarité. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, alors que je tenais la porte ouverte et qu'elle franchissait le seuil, je ne lui ai pas dit au revoir, ni conduit prudemment, ni envoyé de SMS quand on arrive. Non, au contraire, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je l'ai laissé là un instant, juste assez pour qu'elle sente que quelque chose clochait, puis je l'ai dit. Je ferai livrer tes affaires à ton amant. Tu n'as pas besoin de revenir ici. Son expression changea instantanément. Je la vis vaciller. Confusion, panique, incrédulité, culpabilité. C'était comme si son visage ne savait pas sur quelle émotion se concentrer. Sa bouche s'ouvrit légèrement, puis se referma. Elle cligna des yeux. Elle essayait de digérer ce qu'elle venait d'entendre, se demandant si elle ne m'avait pas mal compris. « Attends, de quoi tu parles ?» balbutia-t-elle. Sa voix se brisa légèrement, une légère cassure, mais je l'entendis. Je la sentis. Je ne lui laissai pas le temps de poursuivre. Je levai la main doucement, mais avec suffisamment de poids pour l'arrêter. « Ce n'est pas la peine, » dis-je. Ma voix était basse, calme, définitive. Puis je refermai la porte. Au clic derrière moi, je me retournai et m'éloignai. Mais le silence ne dura pas longtemps. Presque aussitôt, je l'entendis frapper. Ce n'était pas un coup doux et curieux. C'était frénétique, désespéré, fort, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. C'était arrivé, comme si elle avait besoin de tout annuler immédiatement avant que ça ne devienne réel. Puis les sanglots ont traversé la porte. Sa voix s'est brisée en fragments rauques et suppliants. « Joshua, s'il te plaît, » supplia-t-elle. « Écoute-moi, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît. » Les coups se sont fait entendre. Ces mots sortaient de manière saccadée, comme si elle essayait de se retenir et s'effondrait d'un coup. Mon téléphone a vibré une fois, puis une autre, puis ça ne s'est pas arrêté. Je n'avais pas besoin de vérifier pour savoir si c'était elle, mais je l'ai fait quand même. Effectivement, les messages affluaient les uns après les autres. « S'il te plaît, ouvre la porte. Laisse-moi t'expliquer. » Ça ne voulait rien dire. Je ne pars plus. Je couperai la parole à qui tu veux. S'il te plaît, ouvre. Je restais assise là,
les yeux rivés sur mon écran. Les mots continuaient à arriver, rapides et frénétiques. Mais aucun d'eux n'avait de sens pour moi. Plus rien ne signifiait plus rien. Elle essayait de dire que ça ne signifiait rien. Mais si ça ne signifiait vraiment rien, pourquoi mentir? Pourquoi se faufiler? Pourquoi se cacher? Sous couvert de problèmes familiaux? Pourquoi avait-elle besoin d'aller voir un autre homme? Et encore moins de planifier un week-end avec lui. J'étais émotionnellement bloqué. Les mêmes questions tournaient en boucle dans ma tête comme une chanson que je ne pouvais pas arrêter. Toute cette relation était-elle bâtie sur un mensonge? M'avait-elle jamais aimé autant que je l'aimais? Ou n'étais-je qu'un simple remplaçant pendant qu'elle essayait de trouver une solution avec quelqu'un d'autre? Avait-il toujours été là, juste en dehors du cadre de nos photos, dans le fond de son esprit? L'avait-elle vraiment oublié? Ou étais-je juste le type qui était là par hasard quand elle avait besoin de stabilité? Le type qui disait tout ce qu'il fallait. Le type à qui elle disait oui. Non pas par amour, mais parce que j'étais présent, fiable, en sécurité. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas ouvert la porte. Je n'ai pas répondu non plus. Finalement, après des heures de pleurs, de coups frappés, de supplications à la porte, après tous les bourdonnements de mon téléphone à cause des messages, elle a continué à envoyer des messages. Elle est partie, mais ça ne s'est pas arrêté là. Loin de là. Les semaines ont passé. Et Grèce. Je n'ai pas abandonné. Chaque matin, les premiers jours, je me réveillais avec une boîte de réception pleine. Les messages s'accumulaient sur mon téléphone, comme de minuscules échos de tout ce que nous avions brisé. Elle ne cherchait même plus à cacher son désespoir. Les textos n'étaient pas longs. Ils n'étaient ni intelligents, ni poétiques. Ils étaient crus, authentiques. Ils arrivaient à toute heure. S'il te plaît, parle-moi. Je ne voulais pas te blesser. Laisse-moi t'expliquer. Parfois, c'était plus simple. Tu me manques. Et un jour, tard dans la nuit, elle m'a écrit. Je sais que je ne mérite pas une seconde chance, mais je continuerai à te demander jusqu'à ce que tu me dises d'arrêter. Je ne l'ai jamais bloqué. Je ne sais pas pourquoi. La plupart du temps, je n'ouvrais même pas les messages. Je voyais juste l'aperçu sur mon écran de verrouillage, le survolant avec mon pouce avant de reposer le téléphone. La tentation de répondre était toujours là. Bien sûr qu'elle l'était. Je l'avais aimée, mais chaque fois que je m'approchais, chaque fois que mon doigt s'éloignait pour taper ne serait-ce qu'un seul mot, je me souvenais des choix possibles. Elle avait fait ce qu'elle voulait, et je n'y arrivais pas. Puis, un week-end, j'ai entendu frapper à la porte. Je n'ai pas bougé au début. Je suis resté assis sur le canapé, attendant de voir si elle allait partir. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée là, silencieuse. Pourtant, je savais que c'était elle. Finalement, elle a frappé à nouveau, un peu plus fort cette fois. Et puis j'ai entendu sa voix à travers la porte. Joshua, s'il te plaît. Je ne suis pas là pour discuter. J'ai juste besoin de parler. Je n'ai pas répondu. Je me suis assis de l'autre côté de la porte, le dos appuyé contre elle, les yeux fermés, essayant de respirer régulièrement, espérant peut-être, juste peut-être, qu'elle abandonnerait et s'en irait. Mais elle n'a pas réagi. Elle est d'abord restée silencieuse, puis à faire les 100 pas. 15 minutes ont passé. Puis j'ai entendu à nouveau sa voix, et cette fois, elle a craqué comme si elle allait s'ouvrir. Tu avais raison, a-t-elle dit à peine plus fort qu'un murmure. J'ai fait une erreur, mais s'il te plaît, laisse-moi au moins t'expliquer. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à faire ça. Peut-être la curiosité, peut-être une ultime menace de tourner la page. Mais je me suis levé, j'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte. Elle était là, les yeux rouges, les épaules menues, son visage mêlant honte et espoir. Explique-moi, ai-je dit sèchement. Elle a hoché la tête, a avalé sa salive et s'est mise à parler. J'étais émotionnellement confuse. A-t-elle commencé? Ce n'était pas une question d'amour. Je ne l'aimais pas, Josh. J'ai juste raté cette partie de ma vie. Cette fois, je ne savais pas comment gérer ce sentiment et je l'ai géré de la pire des manières. Je suis resté silencieux. Elle a changé de position, la voix tremblante. Je t'ai menti. Je ne pensais pas que tu le découvrirais un jour et ça m'a rassuré. Assez pour faire quelque chose que je n'aurais pas dû. Je sais à quel point ça a l'air tordu. Elle a ravalé ses larmes. Je pensais que je pouvais le voir et que ça n'aurait aucune importance. Que ça ne nous affecterait pas. Elle tremblait. Ce n'était pas grave. Ça ne voulait rien dire. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser. Si ça ne voulait rien dire, pourquoi mentir? Pourquoi se cacher? Pourquoi tout emballer? Sous prétexte de problèmes familiaux? Elle continua, sa voix devenant plus faible à chaque phrase. Je sais que j'ai trahi ta confiance,
Mais je te jure que ça n'allait pas aller nulle part. Je n'allais pas te quitter. C'est juste que, je ne sais pas. J'ai fait une erreur. Pourtant, je n'ai pas dit un mot. Je l'ai laissé parler. Laissé vider tout ce qui lui restait. Et puis elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé comme si elle attendait un verdict. Comme si, peut-être, si elle avait dit assez de bonnes choses, je lui donnerais ce qu'elle désirait le plus. Le pardon. Mais je n'avais qu'une question, la seule qui comptait. Me l'aurais-tu dit? Demandai-je lentement si je ne l'avais pas découvert. Son visage changea aussitôt. Elle se figea, la bouche entr'ouverte, puis fermée. Ses yeux tombèrent au sol. Ses lèvres tremblaient, mais elle ne dit pas un mot, pas même un murmure. Et dans ce silence, j'ai tout entendu. Tout. Parce que la vérité était là, plus forte que tout ce qu'elle avait dit auparavant. Si je n'avais pas vérifié son téléphone, si elle n'avait pas lu ses messages, elle serait partie ce week-end-là. Elle serait rentrée, m'aurait souri et aurait continué à planifier notre mariage comme si de rien n'était. J'ai reculé. Elle a levé les yeux pleins d'espoir, comme si j'allais peut-être dire que c'était bon, que j'allais laisser tomber. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit, alors ces fiançailles étaient basées sur des mensonges, et je ne bâtirai pas un mariage là-dessus. Elle a ouvert la bouche de nouveau, mais j'ai levé la main calmement. Plus de cris, plus de colère. J'avais dépassé ça. S'il te plaît, ne m'envoie plus de messages. Ne viens plus ici. Ne reviens plus. Que ce soit la dernière fois. Puis je me suis retourné, je suis rentré, j'ai fermé la porte derrière moi et je l'ai verrouillée. Elle est restée là un moment de l'autre côté, les yeux remplis de douleur, puis elle est partie. Tu sais, on dit souvent que l'amour est une question de confiance. J'y croyais aussi, j'y croyais jusqu'au plus profond de moi-même. Mais je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une situation où je devrais tout remettre en question. Quand j'ai découvert ce que Grace avait manigancé dans mon dos, ce n'était pas seulement la confiance qui avait été brisée. J'avais l'impression que l'amour s'était aussi brisé. Et c'est une douleur à laquelle personne ne vous prépare. C'est vraiment étrange. On peut être tellement sûr de quelqu'un. On fait des projets avec lui. On investit son temps, son énergie, ses émotions, tout. Et pourtant, on peut se faire couper l'herbe sous les pieds comme si de rien n'était. C'est ça qui fait le plus mal. Le mensonge. Ce n'était pas juste une erreur. Ce n'était pas juste un mauvais choix dans un moment de faiblesse. C'était une fenêtre sur quelque chose de plus profond. Cela m'a montré qu'elle était capable de cacher de grandes choses, des choses importantes, le genre de choses qu'on est censé mettre en lumière quand on est avec quelqu'un qu'on dit aimer. Et soudain, j'ai commencé à tout remettre en question. Combien d'autres mensonges étaient cachés dans les recoins de nos soi-disant moments de franchise? La trahison ne tue pas seulement la confiance. Elle l'infecte lentement, silencieusement. Elle ronge les petites choses. Les blagues, les sourires, les conversations nocturnes. On se met à ressasser de vieilles conversations comme un détective épluchant des cassettes de surveillance, essayant de voir ce qu'on a raté, ce qu'on aurait dû voir. Même maintenant, je me surprends à retomber dans ce souvenir, à me souvenir d'un week-end ou d'un dîner tranquille et à me demander, était-ce sincère ou était-elle déjà partie à ce moment-là, et je ne le savais pas encore. Je ne vais pas rester là à faire semblant d'avoir tout compris. Je ne vais pas faire comme si j'étais guéri ou au-dessus de la douleur. Ce n'est pas le cas. Mais une chose est sûre, je mérite l'honnêteté. La vraie honnêteté. Celle sur laquelle on construit quelque chose, pas celle qui se brise dès qu'on la met à l'épreuve. Passons maintenant au deuxième étage. Quelque chose dans la propriété, peut-être la lanterne en papier accrochée sur le porche comme si on organisait un mariage d'été, m'a retourné l'estomac avant même que j'y entre. Ma mère rayonnait comme au festival du film en canette. Surprise, cria-t-elle, les bras grands ouverts comme un rideau de scène qui s'ouvre. Puis plus bas, mais suffisamment fort pour que tous ceux qui étaient près du plateau de crevettes puissent l'entendre. On a dépensé ta prime pour Family Joy. Elle a ri comme une blague. Je suis resté là, dans l'embrasure de la porte, abasourdi, mon manteau toujours sur le dos. Je ne leur avais pas parlé de la prime. Pas vraiment, ai-je dit, essayant de contrôler le volume de ma gorge. J'ai mentionné une augmentation. Un bon quart, mais pas l'addition, pas le montant exact, ai-je dit d'un ton neutre. C'est tout. Personne n'a remarqué mon ton, la façon dont il restait immobile et froid dans ma bouche comme une pièce avalée. Ils étaient trop occupés à danser en pastel, à siroter du prosecco et à complimenter les centres de table floraux. Adeline rayonnait de dentelle blanche comme une reine. Ma sœur, la même sœur qui avait oublié de me rembourser son loyer l'année dernière.
La même sœur qui m'avait appelé avec une calculatrice immobile à Noël parce que je n'avais pas pleuré devant le film Hallmark. Elle a obligé tout le monde à regarder. Plus tard, après que le dernier invité eut pris son sac cadeau et que l'arche de ballon se fut affaissée et flasque, une vague tristesse m'habitait. J'étais assis seul dans la cuisine. Même le plateau de crevettes avait été vidé. Je me suis connecté. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste déménagé. J'ai gelé tous les comptes joints, annulé 14 transactions, retiré discrètement la totalité de la prime de 9 800 $ de l'épargne familiale partagée que j'avais bêtement accepté de créer l'année dernière. Mon nom était inscrit dessus, en plus. Donc, légalement, même pas d'un vol, juste une correction. Je ne cherchais à blesser personne. Je devais juste protéger ce qui me restait de paix. Pas par la vengeance, par la clarté, par la vérité. Au matin, quelque chose avait changé dans la propriété. Et pas seulement dans la façon dont les sacs poubelles s'empilaient devant la porte, comme des promesses non tenues. Non, il y avait un mot sur la porte de mon ancienne chambre. Un post-it. L'écriture cursive de ma mère. S'il vous plaît, ne réagissez pas de manière excessive. On l'a fait pour Adeline. C'est de la famille. Elle a besoin de ça. J'ai laissé le post-it où il était. J'ai attrapé mon ordinateur portable, je me suis assis au bord du lit d'amis et je l'ai ouvert. Le dossier que j'avais juré de ne jamais utiliser. Il s'appelait « Reçu », car s'ils voulaient déclencher une guerre pour la joie familiale, ils allaient apprendre ce que cela coûterait réellement. Je ne leur ai pas adressé la parole pendant 5 jours après ce petit dîner de famille. 5 jours de silence, pas de SMS, pas d'appel, juste moi et le fichier Google Sheet ouvert sur mon écran. Mon genre de confessionnal à moi, où chaque cellule contenait la preuve d'un millier de petites trahisons. Chaque dollar que je leur avais envoyé depuis 2021. Le loyer, 6300 $. Les factures médicales, 2480 $. La réparation d'urgence de la voiture d'Adeline, 1900 $. Les courses, 125 $ par mois. Les services de streaming toujours sur ma carte. L'abonnement au vin de ma mère toujours actif. J'étais un distributeur automatique ambulant avec un mot de passe Wi-Fi. Le 6e jour, ma sœur a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis ma mère a laissé un message vocal. Sa voix était si rupeuse qu'elle apaiserait un enfant. « Chérie, on sait que tu es contrarié, mais tu es... » Réaction excessive. C'était juste un dîner. Adeline attend un bébé. Elle a besoin de soutien en ce moment. On pensait que tu serais heureux. J'ai fait écouter ce message 5 fois. Pas une seule fois elle n'a dit merci. Pas une seule fois elle ne s'est excusée. Alors j'ai décidé d'aller leur rendre visite. Pas parce qu'ils me manquaient, parce que j'avais des questions. Quand je suis arrivé dans leur allée, le nouveau SUV d'Adeline était garé devant, le même qu'elle prétendait ne pas pouvoir payer d'acompte il y a à peine 2 mois. J'ai reconnu l'autocollant du concessionnaire. Je l'Y avais emmené. J'avais co-signé. Elle a dit que c'était pour des entretiens d'embauche. Elle ne passait pas d'entretien. Elle organisait des brunchs d'influenceurs avec des macarons pastels et des centres de table hors de prix. J'avais vu les vrais. J'avais vu les hashtags. Je suis entré sans frapper. Et, à gazouiller Adeline, assise à la table à manger, entourée de cartons de Baby Bloom. Regardez qui a décidé de nous honorer de ses cadeaux. Mon père a levé les yeux de l'îlot de cuisine. Ne dramatise pas. Ma sœur est enceinte? Non? Dis-je. Alors, ça justifie que tu aies gaspillé ma prime dans une fausse baby shower avec 80 invités. Il a ricané. Ça s'appelle donner en retour à la famille. Et c'est un jour. Je l'ai regardé fixement. Je t'ai donné 9 800 $. Et quoi? Tu veux une parade pour ça? A-t-il craqué? Ma mère est intervenue, la voix édulcorée. On pensait que ce serait bien pour tout le monde. La joie apporte des bénédictions. La joie apporte des frais de découvert, ai-je répondu. Puis Adeline s'est levée, lentement et délibérément, comme la méchante d'une série Netflix. Elle a souri. Tu fais toujours tourner les choses autour de toi. Admets-le. Tu détestes voir les autres heureux. C'était la réplique. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'espérer qu'il change. Je suis reparti. Ce soir-là, j'ai ouvert le disque dur que je voulais consulter depuis des mois. Une sauvegarde datant d'avant mon déménagement. Je ne savais même pas ce qu'il y avait dessus. Probablement de vieux CV, des dissertations universitaires à moitié terminées, des playlists oubliées. Mais dès qu'il s'est chargé, j'ai vu un dossier intitulé « MacBook Air Adeline ». J'ai cliqué. Apparemment, elle l'avait utilisé une fois, sauvegardé tout son ordinateur portable et oublié de le supprimer. Au début,
C'était banal. Des selfies, des documents Word, une liste de courses pour un week-end d'enterrement de vie de jeune fille à thème. Puis j'ai commencé à ouvrir des choses, à fouiller dans des captures d'écran de nos messages privés retouchés. Des échanges entiers restructurés pour me faire paraître dérangé, en colère, violente. Mes messages vocaux étaient regroupés, mon ton, issu de différents messages, ressemblait à une menace. Il y avait un dossier intitulé « Déclaration d'assurance ». À l'intérieur, il y avait de faux reçus, des devis retouchés, des notes où mon nom était mentionné comme témoin. Un autre dossier était intitulé « Prime ». À l'intérieur, la photo d'un tableau blanc. J'ai zoomé. Si on dit qu'il a offert, c'est légal. Je l'ai juste regardé un long moment. Puis j'ai tout imprimé, page après page de preuves. J'ai créé un nouveau dossier, que j'ai appelé « Grand livre de famille ». Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS de mon père. « Papa, Adeline a dit que tu fouillais dans de vieux dossiers. Laisse tomber. Ne fais pas quelque chose que tu pourrais regretter. » J'ai répondu sans réfléchir. Moi? Trop tard. Tu aurais dû penser avant la tour de crevettes. Puis ça a empiré. J'ai vérifié mon rapport de solvabilité. 3 nouvelles demandes, toutes de banques de leur ville. J'ai eu un coup de cœur. J'ai ouvert les détails. Ma mère avait essayé d'ouvrir une carte de crédit à mon nom. Elle a utilisé mon numéro de sécurité sociale. Il y avait une application de numérisation. J'ai reconnu l'écriture. Elle avait falsifié ma signature. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai fait une capture d'écran. Puis j'ai ouvert le groupe de discussion familiale. Je joins des captures d'écran, l'horodatage, le chemin du fichier, le message. Tu as 48 heures pour t'expliquer. Après ça, j'ai appuyé sur envoyer. Ma tante a quitté le groupe en moins de 2 minutes. Adeline a répondu, c'est du harcèlement. Mon père. Il a envoyé un emoji avec le pouce levé. Ma mère a écrit, tu déchires cette famille. 47 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, indicatif régional. Bonjour. Bonjour, c'est Caroline de la First Meridian Bank. Nous avons signalé une tentative de virement bancaire sur votre compte et avons voulu vérifier l'autorisation. Quel virement? Un virement de 4 500 $ vers un compte enregistré sous le nom de Smith Family Trust. J'ai cligné des yeux. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Connaissez-vous une certaine Adeline Smith? Oui, ai-je dit d'une voix neutre. Ma sœur? Un instant. Avez-vous autorisé ce virement? Non, j'ai dit non. Souhaitez-vous signaler une fraude? Oui, ai-je dit. Oui, je souhaite signaler une fraude. 10 minutes plus tard, un email d'Adeline est arrivé dans ma boîte de réception. L'objet était froid. Ce n'est pas ce que maman voulait. Pas de corps, pas de signature, rien d'autre. Je n'ai pas répondu. Vendredi, tout s'est déchaîné. Des amis à eux ont commencé à m'appeler. Mon oncle, un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 2014. Quelqu'un m'a même envoyé un message sur LinkedIn avec ce ton passif-agressif. J'espère que tout va bien. J'ai entendu des choses bizarres. Des choses bizarres, me suis-je dit. Comme la fois où tu as abusé de ton propre fils. Organisé un faux gala pour ta fille manipulatrice. Ou la partie où tu as falsifié des documents en son nom. Ouais, j'appelle ça bizarre aussi. Mais je n'avais pas fini. Ce week-end-là, j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de la famille. J'ai apporté le dossier de reçu, étiqueté chaque dossier, tout classé par type, financier, numérique, émotionnel. Je lui ai montré les sauvegardes, les faux, les textos. Elle a tout examiné, puis a prononcé un mot, levier. Puis elle a posé la question la plus importante. Que veux-tu? J'ai souri intérieurement. Une fin en feu d'artifice, me suis-je dit. Vendredi matin, j'ai reçu un texto de mon père. Pas de salutation, pas d'émoji, juste parlons d'homme à homme. Atelier 19h. L'atelier n'était pas une métaphore. C'était le vieux hangar derrière leur maison. Celui avec la boîte à outils rouillée, une ampoule fêlée et son panneau poussiéreux, travail dur ou tais-toi, toujours accroché au-dessus de la fenêtre comme si cela signifiait quelque chose. Je n'ai pas répondu. Je suis juste arrivé. Il était déjà là, assis sur une chaise pliante, une bière à la main, une cigarette derrière l'oreille. Il souriait comme si on s'apprêtait à regarder un match. Alors il a dit, « Tu es enfin là pour laisser tomber le drame? » Non, ai-je dit. Je suis là pour voir si tu as encore le courage de me parler. Il a ri et a pris une gorgée. Oh, allez, ne commence pas. Écoute, Adeline est enceinte. Tu veux qu'elle ait un enfant en plein scandale? Je n'ai rien dit. Il a pris ça pour une permission de continuer. Toi et moi,
On est des hommes. On gère les choses discrètement. Pas de capture d'écran, pas de banque, pas d'avocat. On gère les choses discrètement. Pas besoin de drame, ni d'étrangers. Puis il a dit, la vraie raison pour laquelle j'étais là, c'est qu'on règle ça. Tu retires la plainte pour fraude. Et peut-être que cette famille reviendra à la normale. Tu es bien avec ça? J'ai atteint mon sac, j'ai sorti ma tablette et je l'ai placée sur le banc de l'outil poussiéreuse. Non, dis-je, secouant la tête. Mais je pense que tu devrais entendre quelque chose. J'ai tapé sur la tablette. Taste. Bonus de culpabilité. Il a cessé de boire. La cigarette s'affaissa entre ses doigts. Tu n'as pas ça, marmonna-t-il. Adeline a toujours besoin d'aide. Tu es fort. Vous avez le salaire, la technologie, le sceau qui permet de me voler? Dis-je catégoriquement. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sorti une enveloppe de manille et je l'ai jetée sur la table. Une copie du rapport de fraude, les originaux de l'enquêteur. La porte s'ouvrit derrière nous. Jacques est entré. Je la croyais. Et, Jacques dit calmement Jacques. Je pensais que vous voudrez peut-être entendre certaines choses. Il a brandi un dossier et a commencé à parler. Il a parlé à mon père de la fausse peur de la grossesse, des menaces, de la façon dont Adeline exigeait de l'argent ou bien. À propos des documents qu'elle a repêchés, étape par étape prévoit de détruire sa réputation s'il la quittait. Elle m'a dit que votre fils était faible, dit Jacques, regardant directement mon père. Il s'avère que je suis le seul de toute la famille avec une colonne vertébrale. Jacques a ouvert le dossier, retirant les emails, captures d'écran, fichiers audio. Un clip joué sur le haut-parleur. La voix d'Adeline, nette, démasquée, a ri comme elle l'a dit. Il ne sait pas que j'ai utilisé son nom pour les documents. Il ne le comprendra jamais. Il me fait confiance. Mon père a reculé dans le mur, pâle et silencieux. Je ne savais pas, marmonna-t-il. Non, dis-je, se rapprochant et verrouillant les yeux avec lui. Vous avez choisi de ne pas savoir. Tu m'as perdu. Pas cette semaine. Pas ce mois-ci. Pour de bon. Et puis je suis sorti. Alors que je monte dans l'air fraîche du soir, la voix de Jacques se déplaçait derrière moi, calme et tranchante. Soit dit en passant, Jacques, si l'un d'entre vous revient à nouveau après moi, je deviens public. Le matin, quelque chose sur la propriété avait changé. Un avis a été collé à la porte d'entrée, orange vif, agrafé au cadre avec une intention froide. Vente d'intérêt commun, épinglant la résolution juridique. Ce n'était pas manuscrit. Ce n'était pas subtil. À midi, Adeline m'avait appelé 23 fois. Ma mère a envoyé 3 notes vocales, tous pleurant. Mon père n'a envoyé qu'un seul texte. Vous faites une erreur dont vous ne pouvez pas revenir. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai téléchargé un dossier de documents intitulé Family Transparency Initiative. Pas de drame, pas de hashtag, juste des faits. À l'intérieur se trouvaient les PDF, les captures d'écran, les enregistrements, les documents de prêt en mon nom, l'audio d'Adeline se vante de me manipuler, des photos de la baby shower qui coûtait 9800 $, de l'argent de mon bonus, un calendrier de chaque transaction, chaque mensonge, chaque humiliation publique. Et bien sûr, la lettre du comté confirmant que j'avais vendu ma part de 50% de la maison à une entreprise légale. Ils ne savaient pas que j'avais encore une propriété partielle. C'était la dernière carte que j'ai détenue. Ils pensaient que je bluffe. Ils ont oublié que j'avais été élevé par eux. Les retombées ont commencé en quelques heures. Un voisin a publié une photo de la vie d'Orange sur Facebook avec la légende « Ares Aos in trouble ». Un autre voisin a commenté, à peu près à temps que quelqu'un a résisté à ces gens. Le même après-midi, j'ai reçu un email d'un blog d'information locale. Ils avaient vu les documents. Ils voulaient une déclaration. Je leur ai donné une ligne. Parfois, vous devez brûler l'héritage pour échapper à l'héritage. Ils en ont fait le titre. Cette nuit-là, ma mère a publié une diatribe de cette paragraphe sur Facebook. Elle m'a appelé ingrat. J'ai dit, j'ai trahi la famille. Elle a écrit, certaines personnes ne comprennent pas à quel point il est difficile d'être un parent. Avec le post, elle a partagé une photo de moi de 2009, brasse, acné et tout, avec la légende, j'ai élevé ce garçon, et c'est comme ça qu'il me remercie. Le message a eu 14 likes. Tous de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Linda a commenté, envoie des prières. Restez fort. Je n'ai pas répondu, mais je me suis connecté à LinkedIn et j'ai supprimé chaque connexion familiale de mon profil. Je ne voulais pas d'eux près de mon nom. 3 jours plus tard, Adeline a téléchargé une vidéo. Son visage était pâle, ses yeux remplis de larmes parfaites.
La musique en arrière-plan était un piano dramatique. Parfois, les gens vous brisent et ils l'appellent justice. Mon frère était mon meilleur ami. Je ne sais plus qui il est. Les commentaires étaient brutaux. Une personne a posté « N'est-ce pas la fille qui a simulé des DM et des papiers de prêt ?» Un autre a dit « C'est la raison pour laquelle les femmes sont accusées de mentir. » Quelqu'un d'autre a trouvé le clip audio divulgué de sa voix et l'a synchronisé avec des photos de son bébé boss de la fête. Internet a fait ce qu'il fait toujours. Transformer la douleur en pixels. Transformer les victimes en méchants. Et cette fois, ils avaient raison. Jake m'a envoyé un message une semaine plus tard. Elle m'a envoyé un texto, a dit qu'elle était à nouveau enceinte. Probablement faux. Je l'ai bloqué. Il a écrit « Vous avez fait la bonne chose, mec. J'aimerais avoir votre colonne vertébrale. » Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais clair. Il y a une différence. Mon père est resté de façon prévisible silencieuse le plus longtemps jusqu'à ce qu'une lettre arrive à mon appartement. Je n'ai pas fait de silence, les années de la langue me font pas. Tu as lancé un 10 000 $. Voyons comment vous le faites avec la saison de l'impôt foncier. Elle a répondu avec un seul emoji. Je ne l'ai pas bloqué. Je m'en fichais plus. Ce week-end, j'ai publié une dernière mise à jour. Aucune légende, juste une photo. Le nouveau panneau à l'extérieur de mon immeuble, celui que je venais d'installer par la porte de mon nouveau bureau de studio en bas. Burn Ledger, stratégie personnelle et criminalistique numérique. C'était le nom que j'ai choisi parce que s'il réessayait à nouveau, je serais prêt. Et si quelqu'un d'autre se sentait comme si je l'ai fait, je lui montrerais comment riposter. Puis vint le chèque. Il s'est dégagé un jeudi. 117 428 $. Dépôt direct de la liquidation de la maison familiale Smith. Ce n'était pas un cadeau. C'était une compensation et c'était à moi. Il a fallu des mois, des dépôts, des documents judiciaires, un audit médico-légal. Mais la justice n'a pas besoin d'être bruyante. Il faut juste être définitif. Le juge a lu le verdict en moins de 5 minutes. Le défendeur a sciemment forgé des documents financiers en utilisant l'identité du demandeur dans l'intention d'obtenir un gain personnel par des moyens frauduleux. Le remboursement complet est ordonné, plus les pénalités plus les frais. Mon père ne s'est même pas présenté à l'audience finale. Il a envoyé une note par le biais de son avocat. Ceci est une chasse aux sorcières. Je ne jouerai pas. Adeline s'est assise dans le coin comme une audition ratée. Dirigez-vous vers le bas, les lèvres serrées. Pas de larmes cette fois, juste le silence. Ma mère a regardé la décision comme si elle attendait que quelqu'un l'arrête. Personne ne l'a fait. Le lendemain matin, la maison avait un panneau à vendre dans la cour avant. Une semaine plus tard, il avait de nouveaux propriétaires. Ils ont détruit le parterre de fleurs, arraché la boîte aux lettres, peint les volets noirs. Cela ne ressemblait plus à une maison familiale. Cela ressemblait à une purge. Mon avocat a appelé cet après-midi. Ils ont transféré l'argent. Vous recevrez une confirmation sous peu. Légalement, ils ne sont pas autorisés à vous contacter à nouveau. S'ils le font, appelez-moi d'abord. Je l'ai remercié. Elle a dit, j'ai géré beaucoup de cas comme celui-ci, mais jamais un où le soleil a joué, c'est ce qui est propre. Je n'ai rien dit. Il ne restait plus rien à nettoyer. Ce soir-là, je me suis assis sur le sol de mon nouveau bureau. En bois dur, calme, épuré. Le panneau de l'entreprise était arrivé plus tôt dans la journée. J'ai décollé le carton, lent et prudent. Burn Ledger, récupération stratégique et risque de défense. L'ensemble de l'assistance. Dans une caisse et clôturé le dernier compte conjoint, y avait avec l'un d'eux. Le banquier m'a regardé et m'a demandé « Êtes-vous sûr de vouloir faire cela ?» J'ai le nouveau. L'ancien numéro est resté actif, toujours attaché au compte conjoint Netflix que ma mère a oublié de supprimer. Laissez-le reposer là. Laissez-la se demander qui je suis lorsque l'écran dit « Ce profil n'est plus disponible ». La dernière chose que j'ai faite a été de faire un don de 2 000 $ du règlement à un fonds de défense juridique pour les victimes d'adultes d'abus financiers familiaux. Je n'ai pas posté à ce sujet. Ne l'a dit à personne. Je viens de cliquer sur soumettre et de passer à autre chose. Puis je suis sorti vers mon balcon avec une tasse de café noir, debout là en silence. Pour la première fois depuis des années, aucune partie de moi ne calculait quoi que ce soit. Pas un budget, pas une stratégie, pas des excuses, juste une respiration. Certaines histoires se terminent par la réconciliation. Le mien se termine avec clarté. Je ne suis pas coupable d'avoir été utilisé, mais je serais coupable d'avoir été resté. Ils l'ont appelé trahison. Je l'appelle libéré. Ils ont vu des conflits.
J'ai trouvé la fermeture. Ils ont dit que j'avais rampé en arrière, mais je ne l'ai pas fait. J'ai encaissé le chèque, changé les serrures et je n'ai jamais regardé par-dessus mon épaule.